One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à tous et bienvenue dans Club Mondial. C'est parti pour 52 minutes de décryptage footballistique en compagnie de nos experts sur le plateau. Au programme de cette édition, nous reviendrons d'abord sur les rencontres du jour marquées par une logique globale. Nous analyserons notamment la défaite logique de Curaçao, la sélection surprise de Jamal Rachdi face à la puissance collective de la National Mannschaft. Karim Atmour, bonsoir. Bonsoir. Khadla Bouchia, bonsoir. Mohamed, bonsoir. Jamal Rachidi, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et puis Moustapha Mala, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et puis en seconde période d'émission, mesdames et messieurs, nous basculerons bien évidemment en mode sélection algérienne à 48 heures du choc tant attendu face à l'Argentine. Ce soir, nous ouvrirons le débat autour de Riyad Mahrez. Conserve-t-il son statut de titulaire indiscutable ou son profil est-il désormais plus adapté à un rôle de super sub? Le jeune Anis Hadj Moussa doit-il se voir offrir une chance d'entrée? L'expertise de Karim Matmour livrera son analyse tactique détaillée pour nous éclairer sur la pertinence d'une titularisation de Riyad Mahrez face à l'Albi Céleste, rappelons-le, mardi soir, heure américaine, mercredi matin, heure algérienne. Mais avant ce match, messieurs, ce dernier match qui vient tout juste de s'achever, ouverture du groupe F et le match nul, 2 buts partout entre le Japon et les Pays-Bas qui veut commencer, messieurs. Moustapha, ça nous a parlé du à Japon. vous l'honneur. Oui, très bon match. On a vu un très bon match avec 4 buts. Une belle mi-temps, une belle première mi-temps des Néerlandais. Après le but de Van Dijk, les Japonais sont revenus au score. Après en deuxième mi-temps, on a vu aussi de la vitesse, de l'intensité de la part des Japonais. Après le deuxième but des Néerlandais, une grande capacité physique, une grande capacité mentale de la part des Japonais. Après l'égalisation à la fin de cette équipe très ambitieuse et très joueuse et qui a envie de passer ce cap. C'est une équipe qui a bien joué en première période, mais qui a maintenu le même rythme en seconde période face à une sélection néerlandaise qui se cherche toujours pour ce premier match. Oui, mais c'était vraiment un bon match. Oui. Beaucoup d'intensité. J'ai ouvert le score, les Néerlandais, les Japonais sont revenus assez rapidement. Ils prennent le deuxième. Ils n'ont pas lâché. Ils égalisent dans les arrêts de jeu. Moi, franchement, j'ai été surpris par cette équipe japonaise. Après, je la connais pas vraiment, mais sur ce que j'ai vu, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'avec les Hollandais, ils vont se battre pour passer, je pense, entre la première et la deuxième place, s'ils restent à ce niveau, à cette qualité de jeu. Donc non, bon match nul. Les Hollandais, on les connaît un peu plus, donc forcément, on se dit qu'ils ont peut-être perdu 2 points, mais je ne suis pas sûr quand vous voyez la physionomie du match. Donc un bon point de prix pour les Hollandais, même, j'ai envie de dire. Ouais, les Japonais, je pense pas qu'il faut les sous-estimer. Non, on les sous-estime pas, sauf que moi, je les connaissais pas personnellement. Ouais. Pas trop.
Jamal, cette équipe Oui, japonaise, ce n'est pas du tout. Le Japon est devenu Ce n'est pas du tout Olivier Tom, traverser le terrain ne prend pas 3 épisodes. Hein. Le Japon est devenu un habitué des mondiaux. Hein. À chaque fois, même s'il ne fait pas un très très long parcours, je pense que ça reste une équipe qui joue régulièrement les huitièmes de finale. Donc une équipe très vivace, beaucoup de joueurs de qualité. Ils ont deux absents, je pense. Et ils ont un vétéran, Nagamoto. Je pense que c'est le plus âgé, il dispute peut-être sa 4e ou 5e Coupe du Monde. Donc c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Et aujourd'hui, les Pays-Bas n'ont pas réussi à s'imposer finalement, parce qu'ils étaient dépassés un petit peu en fin de match par le réveil et la vivacité des joueurs japonais. Ça va très très vite. Très vite. Karim, cette équipe a des arguments à faire valoir. Elle donnera des surcroît au Cador, peut-être même à ceux qui prétendent décrocher cette Coupe du Monde. Hein. Ouais, non, c'est clair, parce que le Japon, alors c'est un pays qui ne fait pas parler de lui, mais qui, en interne, a lancé des grandes réformes autour du football. Et là, je parle de ça parce que j'ai un ami qui est instructeur à l'UEFA et qui est en ce moment au Japon en train de faire des formations là-bas. Donc, ils ont une vraie politique de renouveau. Ils ont mis pas mal de nouvelles choses en place pour justement penser le football dans 10 ans, 20 ans. Donc je pense que dans l'avenir, ça peut être un pays qui pourra faire mal parce qu'ils ont, en tout cas, des choses qu'ils mettent en place, ils mettent les moyens et ils veulent vraiment former et être performants dans l'avenir. Donc cette Coupe du Monde, je me dis, c'est un petit avant-goût du potentiel parce que quand on voit l'intensité qu'ils ont mis dans les courses là face à la Hollande, je veux dire, avec des championnats, des fois, certains qui jouaient dans le championnat local, c'était quand même assez bluffant. Et puis, 8e participation d'affilée. Hein. Ouais. En fait, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on est surpris. C'est parce qu'en fait, on les voit uniquement dans les Coupes du Monde, en fait. Et pendant les 4 ans, c'est pas très médiatisé. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a dit Karim, le fait qu'il y ait des joueurs locaux et que vous voyez ce niveau d'intensité, c'est que ça bosse bien en interne. Si je me rappelle bien, ils ont fait sortir les Allemands. Au Qatar, je pense. Ils ont gagné les Allemands lors de la dernière Coupe du Monde. Et puis il y a aussi, monsieur, cette équipe néerlandaise que j'appellerais le pays ou le colosse au pied d'argile qui nous fait rêver avec son football total, avec ses passes aveugles, ses phases de jeu, mais qui n'arrive toujours pas à décrocher cette. Ils n'ont pas les joueurs qu'ils avaient avant, c'est tout. C'est-à-dire le football total à la Cruyff, à la Hollande de 74 et 78, ça n'existe plus de toute manière. On ne peut pas jouer à solide maintenant. Le football néerlandais, Jamal. Pardon ? Quand même, il y a des joueurs qui jouent le football néerlandais a donné naissance à beaucoup de joueurs, mais les derniers en date, les Gullit, comment on appelle ça, celui qui était au Bayern, Van Basten, etc. On n'a plus de joueurs de cette qualité. C'est pour ça que je dis que ça reste quand même une équipe très très moyenne qui peut arriver au quart de finale, mais qui ne pourra pas aller au-delà. Après la Hollande, c'est la philosophie du football pour moi. C'est-à-dire que tout le football qu'on voit aujourd'hui un peu partout ressortir de derrière, ça vient de la Hollande parce que ça vient de Johan Cruyff. Ouais. Et c'est Guardiola qui s'est inspiré de Cruyff. Exactement. Donc la seule chose, et même là aussi, ils sont dans plein d'idéologies. Moi, quand je les ai analysés face à l'Algérie, on voyait qu'il y avait plein de principes de jeu. Après, par moment, où ils n'arrivent pas encore à trouver l'équilibre, c'est entre cette philosophie de jeu et le pragmatisme du résultat. Et le jour où ils arriveront à trouver cette bonne combinaison, là, ils gagneront un trophée à ce moment-là. Nous attendrons pour voir ce jour, Karim. Et puis, la seconde rencontre de cette poule F, pour clôturer cette poule F, opposera ce soir à 3h du matin la Suède à la Tunisie, les Aigles de Carthage à l'assaut de la muraille suédoise. Khaled. Oui, un match qu'on attend avec impatience. Impatient de voir cette équipe tunisienne, malgré la lourde défaite contre la Belgique. Donc, est-ce qu'ils vont rentrer avec beaucoup de confiance? Est-ce qu'ils sont encore impactés par ce résultat? Donc, impatient de voir ce match-là. Mais moi, je trouve que ça va être un match équilibré. Avec tout le respect que j'ai pour la Suède, je pense que les Tunisiens n'ont pas grand-chose à envier à cette équipe, à condition qu'ils fassent un bon match, surtout défensif dans un premier temps. C'est ce qu'on souhaite aux Tunisiens. Jamel, ça ne sera pas facile pour cette équipe tunisienne ce soir face à la Suède. Il faut surtout ne pas se rater. Oui, mais non, je pense que le match sera très équilibré. Même la Suède, ce n'est pas un foutoir de guerre actuellement. Il faut le dire qu'ils se sont qualifiés difficilement pour ce mondial, très difficilement même, je dirais.
Ils sont passés par la phase de barrage, je pense. Donc, sur le plan de l'effectif, c'est pas des joueurs de très très haut niveau. Ça forme un collectif, effectivement. Ça joue comme ils ont l'habitude de jouer. Mais je pense que la Tunisie peut les accrocher sans problème. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent rivaliser avec eux. Moi, c'est un match dont je suis très impatient de le voir, ce match. Parce que la Tunisie, alors ils ont fait le premier match de préparation face à l'Autriche, qui s'était plutôt bien passé pour eux, malgré le résultat. Le résultat ne reflétait pas le match, mais spécialement la première mi-temps. Ensuite, il y a eu le deuxième match face à la Belgique, qui s'est un peu moins bien passé, où voilà, il y a eu tout cet emballement médiatique autour de cette équipe. Donc de là, de la voir maintenant en compétition, de voir comment elle va rebondir face au dernier match et aussi avec ce nouveau coach, Sabri Lamouchi. Voilà, impatient de voir, vraiment. Et puis, Moustapha, une victoire ce soir ou peut-être un match nul en cette entame de compétition pour la Tunisie calmera un peu la tempête médiatique autour de cette sélection. Oui, de Sabri Lamouchi. C'est vrai, on verra sa philosophie de jeu. Après, quand on a vu les résultats, les derniers résultats en matchs amicaux, il a été décréé localement. Bon, après, ça reste des matchs de préparation. On verra quel sera le vrai visage de cette équipe très ambitieuse. On verra la Tunisie. De toutes les façons, on est derrière la Tunisie, c'est normal. Il y a toujours une différence entre la Tunisie en match de préparation et la Tunisie en compétition. Un match officiel, oui. Elle est plus rugueuse, elle est accrocheuse. Et d'ailleurs, au niveau continental, ils ont toujours eu des fois le dernier mot grâce à cette manière de jouer. Contre l'équipe d'Algérie aussi, et souvent on n'a pas réussi avec eux parce qu'ils ont une qualité qu'ils sont les seuls pouvoir à l'avoir pendant les grandes compétitions. Compétition fermée, je pense. Parce qu'aussi, en fait, moi, si je peux rajouter encore une chose, pourquoi je suis impatient, c'est parce qu'en fait, le dernier match face à la Belgique, alors d'un point de vue spectateur, supporter, on voit le score. Mais en fait, d'un point de vue technique, moi, la question que je me pose, c'est je me dis, finalement, il a pu voir, le coach, en tout cas, il a pu voir toutes les faiblesses. Et peut-être justement, vaut mieux qu'il les voit comme ça dans un match de préparation, qu'il les découvre pendant la compétition. Donc c'est pour ça que je dis que je suis impatient de voir en fait entre les matchs de préparation et après ce qui va se passer là sur le premier match. Parce que quand tout se passe bien, c'est pas là où on progresse. Quand on gagne tout le temps, il faut justement pouvoir voir les faiblesses et voir où on a des failles. Et c'est là en fait on peut les... Bien sûr, identifier les problématiques. Des fois, les matchs de préparation trompent. Hein. Absolument. On a vu beaucoup de... D'ailleurs, la seule explication, c'est les 35 matchs qu'on n'a pas perdus. Dans les grandes compétitions, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, on sortait du premier tour. On est éliminé en Coupe. Après, moi, je pense que les 35 matchs, c'était juste énorme. Alors, rappelons que la Tunisie et la Suède... le match se jouera à 3h du matin. Le premier match de cette poule F entre les Pays-Bas et le Japon s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Et puis dans le groupe E, il y a cette large victoire, messieurs, de l'Allemagne face à Curaçao. 7 buts à 1. Jamel. Un score très très large pour les Allemands. J'y ai cru. Moi, franchement, j'y ai cru. Un score que les Allemands aiment bien, après le 7-1 contre le Brésil. Contre le Brésil, tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les joueurs de ce petit pays des Caraïbes, les Caraïbes, oui, Caraïbes. Non, la prononciation seulement. Oui, c'est un peu difficile. Un peu difficile de le prononcer avec tout le respect. Donc, ils ont tenu exactement 38 minutes. Juste, ils ont égalisé. Premier but de leur histoire en Coupe du Monde. Après, d'ailleurs, un très beau but, très très beau but. Ils ont égalisé. Et après, c'était la débandade. Vraiment, les Allemands ont roulé c'était un rouleau compresseur. Ils n'ont raté pratiquement aucune occasion de. Avant l'arrivée de Dick Advocat en tant que sélectionneur à la tête de cette sélection. Il y avait Kluivert avant. Oui, mais bon, toujours est-il que c'est un match à sens unique, vraiment à sens unique. Les Allemands ont assuré déjà leur qualification au deuxième tour. Voilà. Khaled, c'est le prix à payer pour apprendre, pour Curaçao. Première participation. Absolument, première participation. Malheureusement, face à l'Allemagne aussi. Contre une grosse équipe allemande. Ce que je vais retenir, malgré l'ampleur du score, c'est que cette équipe n'a pas fermé le jeu. Quand vous voyez le match hier du Qatar et que vous voyez le match aujourd'hui de cette équipe,
que Jamel connaît très bien. Non, moi, Comment elle s'appelle l'équipe? moi, Comment tu vois? moi, j'ai découvert hier Haïti. Haïti est une excellente équipe. Elle va poser beaucoup de problèmes au Brésil. On y reviendra et au sur Maroc. Haïti, justement. Ça, je peux vous l'assurer. Justement, en fait, pour faire le parallèle entre le Qatar qui est venu, qui a fermé au maximum pour pas prendre une valise, Corachao, comment ça s'appelle, Corachao, a joué tout simplement. Donc c'est vrai que c'est dur, le score est dur, mais c'est une équipe qui a ouvert, qui essaie de jouer avec ses valeurs. Comme l'a dit, ils ont marqué un très très beau but parce qu'ils ont joué. Après l'inexpérience, et puis face à une équipe allemande qui... Ils n'ont pas fermé le jeu. Hein. Exactement, face à une équipe allemande qui est sans pitié, quoi. Qui n'a pas géré, qui a joué tout simplement, et à chaque fois qu'elle a pu, elle a enfoncé le clou. C'est la dure réalité, mais comme tu as dit, en fait, c'est à travers ces matchs-là qu'ils vont grandir, j'espère. Tout à fait. J'espère. Et puis la Mannschaft, mesdames et messieurs, a déroulé 7-1 face à cette nation, la petite nation footballistiquement parlant. Et puis c'est la... Et comment s'appelle cette petite nation? Curaçao. D'accord. Mustapha, c'est la seule sélection, cette Mannschaft où le gardien est plus âgé que Nagelsmann, son coach, l'Allemagne, qui a déroulé aujourd'hui. Oui, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de métier de la part des Allemands. Ils ont déroulé pendant tout le match, ils ont dominé 25 tirs au but. Donc si on voit les statistiques, on verra que l'Allemagne a beaucoup respecté cette équipe. Ils pouvaient aller plus que 7 buts, mais bon, l'autre équipe, elle a tout essayé. Hein. Le Curaçao, elle a tout essayé. Ils ont joué, ils n'ont pas fermé le jeu. Ils ont eu des occasions, mais ils sont tombés sur une équipe bien en place et très efficace devant. Après, c'est les Allemands, je pense qu'ils ont raté les 2 mondiaux les derniers. Ils n'ont pas pu passer au deuxième tour. Après, dans ce groupe, je pense qu'ils peuvent passer facilement. Non, comme l'a dit Jamel, avec ce score, c'est l'ampleur du score, puis cette victoire, ils sont quasiment au second tour, je pense. Après, même, j'ai eu l'impression, des fois, avec Karim, on regardait le match, que c'était leur dernier match de préparation, sans manquer de respect à cette équipe-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore en préparation physique, justement, pour pouvoir peut-être atteindre les 16e de finale avec un pic de forme à 100%. Moi, j'allais poser la question, mais autrement, à Karim, lui qui connaît très bien ce football allemand et ce championnat allemand pour avoir exercé là-bas. L'Allemagne, aujourd'hui, a vraiment respecté cette équipe de Curaçao, d'où le score. Hein. Ouais, Deutsche Qualität. Ouais, ils ont été professionnels et ils sont tous rentrés dedans. Voilà, comme dit, respecter l'adversaire. Et puis je pense que voilà, c'était le scénario. Souvent dans ce genre de match, quand il y a... Alors l'Allemagne était clairement favorite. C'était tout de suite de tuer le match pour après pouvoir dérouler petit à petit. Ils ont fait pas mal de changements. Ils ont fait pas mal de changements aussi. Ils ont donné du temps de jeu à pas mal de joueurs aussi. Donc c'est ce qu'ils ont fait comme scénario. C'était le scénario. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont fêté avec Fast chaque but marqué. Il faut aller voir l'enthousiasme qu'il y avait. Parce que quand on joue contre une équipe comme cette équipe-là, donc après le 4e ou 5e but, on laisse aller. Mais les Allemands ont fêté tous les buts avec une communion extraordinaire. Beaucoup de respect. Ils avaient beaucoup de respect pour cette équipe et ils l'ont montré. Le résultat est la preuve d'un grand respect. Et puis, rappelons que cette équipe d'Allemagne, le seul rescapé des vainqueurs du mondial en 2014, c'est bien Manuel Neuer. Tout le monde est parti. C'est le dernier routier de cette Nationalmannschaft. L'expérience. Il a déjà gagné, donc il peut donner quelques clés. Il peut donner quelques clés aux joueurs de l'équipe nationale allemande. Donc oui, non. En plus, il est toujours aussi performant dans ses cages. 40 ans. Il n'est pas là parce qu'il a gagné en 2014. Il est là parce qu'il est performant. Il est titulaire indiscutable dans cette grande équipe du Bayern. Donc non, je veux dire, d'avoir Manuel Neuer, l'équipe allemande a tout à gagner. Et puis l'autre match de ce groupe, messieurs, c'est Côte d'Ivoire-Équateur. Très belle empoignade, Jamal. Très grande empoignade et très équilibré. Deux styles différents surtout. Deux styles différents, mais deux équipes qui sont actuellement dans une qui sont sur une courbe ascendante. Très ascendante, exactement. Aussi bien l'Équateur qui a terminé 3e dans les éliminatoires, la Coupe du Monde, et qui revient très bien. Moi, j'ai vu un de leurs matchs de préparation, c'était quand même assez impressionnant.
Et la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, on l'a vu contre la France, c'était un gros morceau, vraiment un gros morceau. Donc c'est un match où il faudra se battre pour avoir la première ou la deuxième place. Hein, parce que les Allemands ne sont pas totalement à l'abri contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Jamel a raison, ce fut une belle prestation des Ivoiriens face à l'équipe de France. Une grosse équipe, grosse équipe avec pas mal de joueurs qui ne sont plus à présenter. Donc je pense qu'elle a son mot à dire. Ça va dépendre peut-être de l'entame de ce match de ce soir. S'ils prennent 3 points, ils vont rentrer dans cette compétition avec beaucoup de confiance. Il va falloir les suivre tout au long parce que c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui a montré de bonnes choses. Il n'y a pas que la victoire contre la France qui a été importante. Il y a surtout le contenu. Donc non, vraiment belle équipe à suivre. Voilà donc la rencontre Côte d'Ivoire-Équateur à 23h et nous rappelons le score fleuve de la sélection allemande, la Nationalmannschaft qui a battu Curaçao 7-1 dans le groupe C, un match qui s'est joué tôt ce matin. Jamal Rachidi en parlait. Haïti qui s'incline face à l'Écosse, soutenu par 10 000 Écossais qui ont fait le déplacement aux États-Unis. Cela ne reflète pas la physionomie du match, Jamal. Première victoire depuis 32 ans, je pense. Ouais. L'Écosse n'a pas gagné depuis 32 ans. Donc, première victoire en Coupe du Monde, c'est très important pour eux. Et vraiment, c'était un match très, très serré, parce qu'ils ont été vraiment bousculés. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir une équipe haïtienne aussi alerte, aussi vivace, aussi... Vraiment, ils ont de très, très bons joueurs. Ça m'a vraiment impressionné. Ils ont 2 ou 3 joueurs, un arrière-gauche qui porte très bien son nom, il s'appelle Excellence. Donc, il est très, très bon. Et il y a aussi l'avancement. Mais ils ont manqué un petit peu d'occasion. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très concentrés sur le dernier geste. Mais sinon, ils les ont vraiment bousculés. Et il y a eu un petit litige concernant un penalty et une grossière erreur d'un défenseur, ce qui a poussé les Haïtiens à réclamer un petit peu. Mais bon, la VAR n'a rien donné. Cette équipe d'Haïti, Khaled, me fait un peu rappeler cette équipe du Cap-Vert en Afrique. Oui, mais en fait, ce que j'ai envie de remarquer, c'est que l'équipe d'aujourd'hui qui a joué contre l'Allemagne ou l'équipe d'Haïti, pour la première participation, ils jouent sans complexe. En fait. Deuxième pour Haïti. Deuxième pour Haïti. Deuxième soir, en 1974, ils ont participé. D'accord, ouais, donc ils ont quand même une participation. Ça remonte quand même. En fait, ils jouent sans complexe. J'aurais peut-être, si j'aurais été peut-être dans la peau du coach de ces deux nations, j'aurais peut-être d'abord essayé de fermer, de bloquer, de ne pas prendre de but, de ne pas encaisser, puis au fur et à mesure essayer de faire un hold-up. Mais elles sont rentrées, elles ont joué crânement leur chance. Donc ça, c'est à féliciter. Et la preuve, je n'ai pas regardé le match pour être franc avec vous parce que c'était un peu trop tard. Je pense que Karim, lui, il s'est levé spécialement pour ce match. Donc, il n'a pas raté une minute. Ouais, il n'a pas raté une minute, donc il en parlera un peu mieux que moi. Mais ce qui est important, voilà, c'est qu'ils ont joué crânement leur chance, et ils ont failli prendre 1 point avec les Écossais, si ce n'est plus. Donc ça veut dire quoi ? C'est pour ça que je reviens au match du Qatar et de la Suisse et le Qatar. C'est soit on joue avec nos valeurs et on joue avec notre projet de jeu et on a confiance en ça. Il faut y croire surtout. Exactement. Ou soit on ferme et peut-être qu'on n'est pas à l'abri de perdre et avoir des regrets parce qu'on n'a rien tenté. Et puis, il y a un point très important, messieurs, dans ce groupe. Hier, on en parlait avec Moustapha Maza qui a mis une pièce sur le Brésil qui allait se qualifier haut la main. Et je dis ce soir que c'est un peu compliqué parce que c'est l'Écosse qui a foiré tous les calculs et qui prend la tête de ce classement avec 3 points. Le Brésil et le Maroc sont à 1 point, Haïti à 0 point. Donc, mathématiquement, l'Écosse était à 1 point d'une qualification au prochain tour. Moustapha. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un groupe relevé. Si on voit les Haïtiens hier, on verra que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ils jouent leur va-tout pour essayer de glaner des points. Bon, après, contre l'Écosse, c'est vrai que l'équipe de l'Écosse, surtout en premier mi-temps, ils ont dominé dans des situations, mais après le but, ils sont revenus derrière. Et c'est les Haïtiens qui avaient des occasions, surtout les 20 dernières minutes. Ils pouvaient facilement revenir au score. Mais bon, quand on verra le Brésil aussi, puisque tu as touché un point, le Brésil, on a dit que ce n'est pas le Brésil de 2002, ce n'est pas le Brésil des années 90. Ce n'est pas du tout le Brésil. Oui. On ne peut même pas le comparer au Brésil de 2002. On s'entendait à mieux. Ouais, exactement.
mieux. C'est quoi le prochain match, Moustapha? Brésil joue contre qui? Brésil-Écosse. La deuxième Brésil-Écosse. Voilà, donc ça devient un peu compliqué pour Et non, le Brésil. Brésil-Haïti. Brésil-Haïti, voilà, Brésil-Haïti, j'allais justement, messieurs, j'allais enchaîner, j'allais rappeler le programme de la deuxième journée de ce groupe C avant de passer au groupe D, une journée qui se jouera le 20 juin, Maroc-Écosse, 22h, Brésil-Haïti, 0h30 pour ceux qui aiment la sélection brésilienne, la Seleção. Dans le groupe D, rappelons que les États-Unis a sévèrement corrigé le Paraguay, 4-1. Et une autre surprise, si je puis dire ça, de la défaite tôt ce matin de la Turquie face à l'Australie, 2-0. Incroyable, les Australiens aujourd'hui. Là aussi, dominer n'est pas gagné. 78% de possession de balles. Ils ont pratiquement fait ce qu'ils ont voulu, mais les Australiens ont été plus réalistes. Et c'est tout, ils ont marqué là au plus fort de la domination turque. Les Australiens ont pu marquer 2 buts. Et puis Arda Güler a tout fait dans ce match, mais n'a pas ils ont arrêté aussi la série de Vincent Montella, qui est l'entraîneur de la Turquie aussi. Et puis je disais qu'Arda Güler a tout fait pour remettre son équipe sur rail, mais cela n'a pas marché. Donc défaite de la Turquie, 2-0 face à l'Australie au classement. C'est les États-Unis qui mènent le bal en compagnie de l'Australie avec 3 points. La Turquie, le Paraguay ferme ce classement avec 0 points. Prochaine journée, le 19 points, États-Unis, 19h face à l'Australie le 20 juin. Turquie, Paraguay à 3h du matin. On va marquer une petite pause et on revient, mesdames, messieurs. Nous basculons, mesdames et messieurs, en mode sélection algérienne. Comme promis en début de cette émission, nous sommes à 48 heures avant d'affronter l'Argentine en ouverture de la poule J. Dernière séance, grosse séance aujourd'hui pour la sélection algérienne. En attendant, bien évidemment, la conférence de presse prévue demain de Vladimir Petkovic, la conférence d'avant-match, pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce match face à l'Argentine. On va voir ces images de la séance d'entraînement d'aujourd'hui de la sélection algérienne avec notre équipe en réalisation. Messieurs, on est à pratiquement 48 heures, la pression commence vraiment à monter, la Khaled. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est le match qui est tellement attendu par tout le monde que forcément il y a de la pression autour. J'espère juste que nos joueurs vont prendre ça avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce que, comme je le dis, je le répète, c'est pas nous qui sommes favoris, mais nous avons un coup à jouer, je pense. Ce sera difficile, bien sûr, mais il faut y aller avec beaucoup de confiance, rien à perdre, sans regret, et puis on verra comment ça se passera le jour J, mais oui, on a 48 heures, donc forcément la pression augmente. Karim ? Ouais, 48 heures, ce qu'il dit. Pour compléter, Khaled, là aujourd'hui, si on veut s'immerser un peu dans l'équipe nationale, ils sont à J-2, généralement c'est de la récupération, c'est pas une forte intensité d'entraînement. Donc voilà, et puis demain, veille de match, où on va redonner un peu de peps, il faut retravailler un peu la vitesse, la vivacité, réveiller tout ça, le corps, et puis après pour être prêt pour le match, mais comme l'a dit Khaled, on n'est pas les favoris, c'est l'Argentine les favoris. Nous, on a un coup à jouer et on va essayer de bien le jouer. On espère que notre équipe nationale... On n'est pas favori, Jamal, mais tout à fait, comme a dit Karim, on a un coup à jouer. Oui, bien sûr. Sinon, on rentre Jamal adore les défis. Sinon, on rentre à la maison. Ouais. Si on ne joue pas... C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir de regret, il faut jouer. Il faudra montrer de quoi on est capable. Et ben, si on perd, on perd. Ça ne va pas être une surprise si on perd contre l'Argentine, s'ils sont champions du monde. Maintenant, si on gagne, ou si on les accroche, on fait un match nul, c'est déjà 1 point ou 3 points pour nous. Parce que si on bat l'Argentine, on est qualifié, on est d'ores et déjà qualifié pour le second tour. On peut prétendre à être un meilleur troisième, oui. Oui, je peux dire qu'on sera déjà qualifié. Il faudra arracher 1 point au cours des 2 matchs qui restent. Mais bon, la tâche ne sera pas facile. On joue quand même un très très gros morceau, une équipe très 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 forte, beaucoup d'individualité. Et j'espère qu'ils vont pas trop nous respecter. J'espère. Oui, j'espère. Ils vont nous prendre un petit peu de haut, et c'est ce qui va nous arranger. Il faudrait surtout ne pas les respecter, ça va. Voilà, on va jouer le tenant du titre.
l'Argentine, c'est pas n'importe quelle sélection. Ils ont le meilleur joueur au monde. Donc, il faut jouer, il faut être là, il faut gagner les duels, il faut être bien en place, bien concentré. Je pense qu'on a tous les atouts. Hein. L'Arabie Saoudite l'ont fait, pourquoi pas nous, hein. En plus, si on voit la qualité individuelle et si les joueurs jouent à leur vraie valeur, je pense qu'on a tous les atouts. Et puis, messieurs, on arrive à la problématique de cette émission. Titulaire ou super sub, faut-il annihiler d'entrée l'expérience et la magie de Riyad Mahrez pour calmer un peu les ardeurs de l'Albi Céleste ou l'utiliser comme peut-être une arme fatale en fin de match face à des défenseurs certainement qui seront fatigués de ce match? C'est le décryptage ce soir de Karim Matmour en images et c'est juste après le jingle. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Karim, je vous passe le ballon. Ouais. Bah, j'ai vu que j'avais un jingle. c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Oui. Non, bah oui, aujourd'hui on va parler, parce qu'il y a beaucoup de sujets de discussion à propos de Riyad Mahrez. Tout le monde a l'image de Riyad Mahrez qui prend le ballon, qui dribble, qui va vers l'avant, qui percute ballon-pied. Mais attendez avant de mettre la première image, s'il vous plaît. Mais en fait, la question de savoir, c'est est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions pour qu'on puisse trouver ce Riyad Mahrez-là et qu'il puisse jouer avec ses qualités. Et donc, Riyad Mahrez, il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui a besoin tout le temps d'être en mouvement et qui a besoin d'être lancé. Et là, c'est ce qu'on va montrer. Alors, avec l'équipe nationale, il fait des appels, il n'est pas toujours servi. Si on peut mettre la première image, s'il vous plaît, la première vidéo. Parce que là, sur la première vidéo, si vous regardez, en fait, là, il fait un premier appel. Et ben là, il la demande en profondeur, il attend la balle, elle ne lui est pas envoyée. Il ne la reçoit pas. Donc, il fait les appels, mais il n'est pas servi comme il l'aimerait. Et là encore, il se dit, bon voilà, il y a Mendy, il refait de nouveau un appel. En tout cas, il commence une course en disant, potentiellement, il peut la recevoir. Parce que là, sur cette action-là, si on regarde bien, c'est bien dans cette zone-là qu'il faut aller chercher le ballon, recevoir le ballon. C'est pas en venant court, parce que c'est tellement, les deux lignes, elles sont tellement serrées, que c'est dans cette zone qu'il faut aller. Mais il n'est pas servi dedans. Et en plus de ça, donc... Moi, je vous ai montré une scène comme ça, un peu symbolique, sur le dernier match, mais il y en avait plusieurs des scènes où il fait des appels et il ne reçoit pas la balle. Et en plus de ça, sur la deuxième séquence, ce qu'on peut voir, c'est qu'il défend beaucoup pour l'équipe. Là, si vous le regardez face aux Pays-Bas, comment il défend très bas. Là, on n'arrive pas à très bien voir les téléspectateurs, là, on voit mieux. Il est là, il redescend défendre. Si vous regardez, on va voir... Là, qu'il y a la ligne de 4 des défenseurs. Si le latéral il sort plus, il évite à Riyad Mahrez de faire la course vers l'arrière. Donc, il court beaucoup pour l'équipe et il fait des efforts que je pense qu'il pourrait ne pas faire. En tout cas, qu'on pourrait lui éviter de faire. Et en fait, pour moi, il y a la combinaison de deux choses. C'est-à-dire qu'il court beaucoup pour défendre et en plus de ça, il ne reçoit pas les ballons. Donc, il est assez frustré. Si vous voulez bien mettre la troisième sur vidéo, c'est la position générale de match de chacun des joueurs. Donc là, on voit Riyad Mahrez. On voit si on prend la moyenne de sa position sur tout le terrain, il est là, il est au milieu de terrain. Donc c'est un ailier droit, mais il vient souvent dans l'axe pour venir toucher le ballon parce qu'il ne les reçoit pas là-bas. Donc frustré, il vient les chercher au milieu de terrain. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a passé la plupart de son temps sur le dernier match face aux Pays-Bas, là au milieu de terrain. C'est pas sa position. Au-delà que les 3-6, ils sont sur le même terrain, comme on disait, la complémentarité, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, donc Riyad Mahrez... Ouais. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un joueur qui a besoin d'être lancé. Et c'est bon pour cette vidéo, merci. Voilà. C'est un joueur qui a besoin d'être lancé. Et s'il n'est pas lancé, il faut lui créer l'espace. Contre les Pays-Bas, là, c'est une séquence celui-là. Là, vous voyez, il contrôle et là, il prend de la vitesse et c'est là où il fixe. Avant de fixer, il a besoin de prendre de la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'il faut soit lui créer de l'espace, soit le lancer directement. Et si vous pouvez même mettre la vidéo, la 5, pendant la Coupe d'Afrique, 2019, en demi-finale face au Nigeria, en fait, vous voyez là, il est lancé, il arrive, le ballon, il est déjà lancé, ça lui permet d'avoir la vitesse de fixer, et c'est là où on marque en tout cas but contre son camp, mais c'est ça sa particularité à Riyad Mahrez. C'est-à-dire que quand il est lancé balle au pied, et qu'il a de la vitesse, là, on ne peut plus l'arrêter. Mais là, aujourd'hui, dans notre équipe nationale, souvent quand il reçoit les ballons, c'est balle au pied ou dos au jeu, et il n'a pas l'espace pour pouvoir prendre de la vitesse.
Karim, est-ce qu'il a toujours le même entrain, la même vitesse à son âge? Mais après, ça dépend. Si vous parlez de son passage à Leicester, puis son passage à Man City et puis son transfert. Là, si vous remarquez en fait si vous regardez en fait le positionnement de Riyad à chaque fois il s'isole de la densité de son équipe. C'est-à-dire qu'en fait il se met à l'écart. Justement, pourquoi il se met à l'écart? C'est pour essayer d'avoir ces 2-3 mètres qui vont lui permettre, balle au pied, de prendre de la vitesse. Et si on ne trouve pas d'espace si en fait le joueur est trop près de lui, c'est-à-dire il perd un peu de sa qualité. Donc en fait il va jouer, il va revenir dans le champ du jeu, il va jouer une ou deux touches et on va pas voir le Riyad qu'on connaît. Alors certes, Jamel a raison, c'est peut-être pas le Riyad de 3-4 ans, mais il a toujours besoin de ça. Même quand il était dans son prime Riyad, il s'isolait toujours, que ce soit à City, que ce soit même maintenant à Ali, il est le long de la ligne, il se fait oublier pour recevoir le ballon dans un périmètre où il a 2-3 mètres pour pouvoir fixer son défenseur direct, et en prenant de la vitesse avec ses gestes techniques, il arrive à déséquilibrer. Là, ce qu'on a vu sur les images de Karim, c'est qu'à chaque fois qu'il demande, justement dans un espace où il a ses 2-3 mètres, il n'est pas servi. Et quand on lui donne, c'est quand il est dos au but. C'est trop tard, souvent on se débarrasse du ballon. Quand il est dos au but ou quand il a son adversaire direct sur lui. Donc c'est là où il perd un peu de sa créativité et il perd en fait ses duels offensifs. Rare dans la sélection où Riyad s'y trouvait dans le 1 contre 1. Rare, vraiment rare. Parce que là, si vous pouvez mettre à l'écran la vidéo, la numéro 4 face aux Pays-Bas, celle la dernière, si vous pouvez la remettre depuis le début, par rapport à ta question, Jamel, regarde là, quand il arrive dans ces situations-là. Quand il y a de l'espace, Karim. Là, il a de l'espace. Donc là, il contrôle, et là, maintenant, il prend de la vitesse. Il veut prendre de la vitesse pour pouvoir fixer. Et là, maintenant, il fixe. Et bon, voilà. Après, mais il arrive à quelque chose. Mais cette situation-là, moi, j'en ai regardé beaucoup des vidéos, et j'en ai trouvé pas beaucoup où il arrive dans cette situation, où pour montrer l'exemple, on disait là, sur les derniers matchs, il arrive très peu, pas souvent dans ces situations-là. Donc c'est pour ça de dire Riyad Mahrez, mais c'est quoi ses caractéristiques et est-ce qu'elles sont mises en valeur, est-ce qu'on lui donne la possibilité de mettre en valeur ses caractéristiques footballistiques, là en ce moment avec l'équipe nationale? C'est comme sur l'action défensive en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que Riyad n'a plus les jambes de 20 ans, le système défensif sur la ligne de 5 au milieu de terrain, elle aurait pu être mieux répartie et empêcher Riyad de faire l'effort jusqu'à la hauteur d'Abada. Ça aurait pu être Zerouki. Et laisser Riyad à la place de Zerouki avec Bentaleb faire une ligne de 4. Et c'est Zerouki qui se met entre Abada et Mandi qui fait une ligne de 5 derrière. Sans couverture. Donc en fait, je pense qu'il y a certaines choses à régler au niveau de l'aspect défensif, surtout dans l'équilibrage défensif en termes de ligne. Et offensivement, il faut essayer de trouver... Parce que lui, il a le sens du placement. En fait, Riyad, il se connaît. Donc à chaque fois, il s'isole. Il ne s'isole pas pour s'isoler. Il s'isole. Il se fait oublier justement parce qu'il sait qu'il a besoin de ces 2-3 mètres. Donc après, il va falloir travailler sur le système ou sur la communication entre joueurs pour savoir quand est-ce qu'il veut le ballon. Mais quand vous voyez cette analyse de Karim qui est très pertinente, comme il a besoin d'espace, est-ce qu'il ne serait pas judicieux peut-être de le mettre dans les 30 dernières minutes, là où il y a encore plus d'espace? Donc il y a un questionnement aussi à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas titulaire. Mais s'il n'est pas titulaire et qu'il rentre, peut-être qu'il aura encore plus d'espace pour pouvoir le Mahrez qu'on connaît. Là, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé. Du coup, là, toi, tu mises plus, avec cette question-là, c'est plus miser sur la fatigue adverse. Et mais nous, ce qu'on veut, c'est dire, même avec un adversaire en place, il faut qu'on arrive à créer du mouvement autour de lui pour lui créer de l'espace pour qu'il puisse avoir ses mètres. Entre-temps, Khaled dit que Mahrez n'a plus les jambes de... Non, mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ça n'a rien à voir. Il est capable. Parce qu'il a les 22 mètres, 23 mètres derniers. Je pense qu'il a quand même les jambes. Mais là, comme disait Karim, s'il y a d'espace, mais demain, s'il n'y a pas d'espace, il faut faire preuve d'ingéniosité. En fait, Riyad, pour pouvoir l'isoler, il faut avoir un milieu de terrain qui est capable de jouer. Si vous voulez, il faut qu'on fixe d'un côté. On amène de l'intensité de l'équipe adverse d'un côté et essayer d'avoir un changement renversé. De l'autre côté. Et trouver un Riyad. Oui, mais quand il a de l'espace. Parce qu'avec Abada, ça ne le fait pas. Ça ne colle pas du tout. C'est aussi l'une des questions, c'est des automatismes sur le côté avec le latéral. Et le fait qu'on change tout le temps de latéral, lui aussi, il ne sait pas. Exactement. Et c'est bien trouvé avec Attal. Oui, c'est pour ça que quand il y avait Attal, ça servait beaucoup. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Si on voit, c'est Abada qui déborde beaucoup, en tout cas là sur les derniers matchs, parce que lui il rentre. Et quand lui il rentre, il est dos au jeu, il n'a pas d'espace, donc il essaye de combiner, de jouer en une touche, comme il l'a connu à Manchester City, sauf qu'on n'est pas à Manchester City, il n'y a pas les automatismes qu'il avait là-bas dans le club. Donc il n'arrive pas à se retrouver dans ces situations dans lesquelles c'est sa force numéro 1, percuter balle au pied face à un adversaire et crocheter une fois, 2 fois,
3 fois. Fixé. Et au contraire, tu as Haj Moussa. Ouais. Au contraire, tu as Haj Moussa qui lui est capable, c'est-à-dire dos au but ou même sur un espace arrêté, de pouvoir Sur un accélérer. espace réduit, Justement, parce Mais que. là, justement, alors si maintenant on veut faire le comparatif avec Hadj Moussa, sur les Non, derniers matchs. pas forcément une mais comparaison. Non, mais c'est Ah, comparatif normal. de caractéristiques, on parle pas de performance. Maintenant, on parle de caractéristiques intrinsèques. Si vous pouvez mettre la 6e vidéo, vous verrez que Hadj Moussa, lui, il est capable de faire des départs arrêtés. Lui, en fait, il est capable de fixer à l'arrêt. Si vous pouvez mettre la vidéo, la 6e, s'il vous plaît, en régie. Non, c'est la numéro 6. Ouais, c'est celle-là. Là, vous voyez, il a arrêté. Et là, il va fixer directement. À l'arrêt, il fixe. Parce qu'il a une autre caractéristique. Il ne joue pas sur la vitesse que Riyad Mahrez. Lui, il joue sur la puissance. Donc, en fait, sur ces situations-là, où lui, il n'a pas besoin forcément d'espace, il est tout de suite pris. Là, vous voyez, il met le ballon sur le pied. Et là, il fixe direct. Alors que, par exemple, Riyad Mahrez, il a besoin de 1 ou 2 mètres de prendre de la vitesse avant. Et Riyad Mahrez, on lui donne pas ces 2-3 mètres parce qu'on lui joue trop tard le ballon. Ouais. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant. En fait, en fonction des caractéristiques, c'est ça qui est intéressant en fait. À partir du moment où vous avez un joueur et que vous connaissez ses caractéristiques, vous allez mettre un plan de jeu en place. Si vous voulez mettre Riyad, il va falloir mettre un plan de jeu parce que c'est un joueur qui peut vous faire la différence. Ou si vous mettez le Haj Moussa, pareil, il va falloir un plan de jeu parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'espace. Donc en fonction des caractéristiques de chacun, vous mettez un plan de jeu en place. Et c'est là où on voit en fait ou le meilleur Mahrez ou le meilleur Haj Moussa. On doit les comparer tous les deux. Est-ce que tu penses que Petkovic se retrouve devant ce dilemme maintenant, soit faire jouer Al-Hajj, soit faire jouer Haj Moussa? Je pense pas pour le premier match. Non, pour le premier match, je pense que Riyad va le maintenir comme capitaine, c'est normal. Hein. Je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais en fonction de la prestation de ce premier match, il peut avoir une réflexion. Voilà. Mais moi, la seule chose que là je dis, c'est-à-dire qu'on a Riyad Mahrez, c'est-à-dire que quand le ballon il est d'un côté, il faut que ça joue plus vite. En fait, il faut que ça aille plus vite d'un côté pour lui donner ce mètre dont il a besoin juste pour lancer sa course. En tout cas, à 35 ans, je pense qu'il part en retraite internationale après ce mondial. Il est quand même à remercier pour tout le service rendu à la nation. Ce qui nous emmène, question journalistique à Jamel, ce qui nous emmène à cette question, avons-nous été quelque part un peu ingrats ou beaucoup ingrats envers ce joueur? Je pense qu'à un certain moment, quand il a quitté Manchester City, les gens ont commencé à le dénigrer un petit peu. Bon. Pour son rendement, peut-être au départ avec son club, le Ahli de Jeddah. Mais lorsqu'on voit par la suite ce qu'il a fait avec le Ahli Jeddah, pour eux, c'est Messi. Hein. C'est le Messi et c'est Messi en même temps. Parce que sans Mahrez, le Ahli n'aurait jamais remporté une Champions League par 2 fois. Hein. Ouais. Parce que pour eux, rien ne serait fait sans... Pour l'anecdote, Jamal, c'est le seul joueur arabe, même si j'aime pas cette expression, à avoir remporté la Ligue des Champions d'Europe. Oui, 3. La Ligue des Champions européenne et la Ligue asiatique, oui. Donc c'est un grand joueur. Nous, on a... Mais lorsque Mahrez, ça, c'est un petit peu le tempérament de l'Algérien. Lorsque un joueur fait une bonne partie, c'est tout l'amour qu'on lui donne. Ouais. Et lorsque ça grince quelque part, sa valeur diminue à nos yeux un petit peu. Mais ça grince même pas parce qu'il n'est pas bon. C'est pas ça. C'est-à-dire que le football n'est pas fait pour lui. Oui. C'est-à-dire parce que quand on pense à Riyad Mahrez, on a toujours en tête l'image d'un long ballon qui vient et sur son crochet, sur le contrôle, il élimine sur un crochet. Mais il est en mouvement là. Ouais. En fait, il n'est pas reçoit, il contrôle et il est déjà en mouvement. Ouais. Et c'est ça qui. Et puis, il faudrait qu'il comprenne que c'est pas valable ce genre de truc. Ce que tu dis là, Karim, c'est pas valable à chaque fois. Il peut se rater aussi. Mais bien sûr, il peut se rater. Mais il sera très peu. Normal. Ça reste, sur les contrôles comme ça, il sera très peu. Ça reste un joueur capable de faire la décision à n'importe quel moment. Oui, mais à n'importe quel moment, il peut te faire la décision. Ça reste que Riyad sera toujours le meilleur joueur en Afrique, et même en Algérie, parce que même dans les annales du football algérien, Riyad mérite beaucoup de respect, hein, sincèrement. Après, moi, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de respect. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de respect. Ouais. Si. Non, je pense pas. Non, moi je pense que c'est par rapport à ces dernières sorties
où n'a pas été très oui, comment dirais-je. Oui, c'est normal, Jamal. Comme tu as dit, Jamal, en fait, c'est ou tout ou rien. Je Voilà, pense pas qu'il y a un manque de respect. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause l'immense carrière et l'immense joueur qu'il est. Sauf que quand le rendement, qui est compréhensible aussi peut-être avec l'âge, avec pas mal de paramètres, et ben des fois on passe tout de suite du blanc à noir. Non. Là, il est peut-être un peu moins bien, mais pourquoi il est peut-être un peu moins bien? Parce qu'il n'est pas mis dans les conditions où il pourrait être meilleur. C'est tout. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en évidence. Et puis à travers lorsqu'on voit ce qu'il apporte à son club, Ali, un meilleur joueur, meilleur passeur, un des meilleurs buteurs de son club, on se dit, s'il joue dans la même disposition en équipe nationale, il sera beaucoup plus rentable. Riyad faisait on va rappeler les joueurs au monde. Allez-y, Moustapha. Donc, pour nous, c'est normal qu'on est exigeant avec lui. Hein. Oui, bien sûr. Et on va rappeler aussi, mesdames et messieurs, que Riyad Mahrez, c'est aussi 5 championnats d'Angleterre. Avec Manchester City, mais aussi avec Leicester City. C'est une Ligue des champions de l'UEFA en 2023 avec Man City. Premier arabe, je le disais tout à l'heure, avoir gagné la Champions League européenne, puis la Ligue des champions d'Asie, une Coupe d'Afrique des Nations en 2019 au Caire, sous la houlette de Jamal Belmadi. Et puis un ballon d'or africain. Voilà, c'était la rubrique. Allez-y. Tu as oublié le meilleur joueur d'Angleterre. Oui. Un palmarès très éloquent. Oui, mais après, je ne peux pas citer tout son palmarès, tout son CV. Il manquait juste de nous prendre des heures. Hein. Voilà, c'était tout pour la chronique Matmour Décrypte. On revient juste après le jingle. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Et puis il nous reste quelques minutes pour cette émission, pour ce club mondial, un tête-à-tête avec Khaled Lamouchia. Quelques images à vous montrer, cette liesse, cette joie hier à New York. Ce n'est pas en raison de la victoire des États-Unis face au Paraguay, mais c'est la formation, le club new-yorkais de basketball qui vient de remporter, Khaled, vous qui êtes fan de basketball, de remporter le championnat de NBA. Là, ça faisait longtemps, les Knicks, hein. Ça faisait très très longtemps. Oui, depuis 73 qu'ils cherchent ce sacre, oui. Et c'était souvent à l'ouest. C'était souvent la conférence San Antonio ouest, Spurs. Hein. Ouais. Voilà, c'était sur le score de 94 à 90. Donc, je vous laisse imaginer la liesse qu'il y avait hier à New York pour ce sacre. Je pensais qu'elle allait passer inaperçue avec la Coupe du Monde, mais finalement, c'est vrai que le soccer aux États-Unis, c'est pas le sport numéro 1. J'espère qu'après la Coupe du Monde, ça le sera. Hein, ça reste football américain, le basketball. Mais oui, les Knicks. Après, moi, j'ai grandi avec les Knicks de Patrick Ewing. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. La fameuse équipe de 82 des USA. Et oui. Pour ça. J'ai eu le plaisir de les voir à Barcelone en 82. 92. Et oui, bien sûr. 92, pas 82. 92. 92. Oui. 92 à Barcelone. Bien sûr, les Jeux Olympiques. Et Jordan, et Johnson, et Larry Bird. J'ai vu même la finale, ça. Chanceux. Donc, voilà, messieurs, c'était cette... Moi, je pense que j'ai un petit truc. Scaloni, l'entraîneur argentin, a toujours le même problème aussi. Lui aussi, il a déjà des problèmes pour titulariser soit Lautaro Martinez, soit Alvarez. Donc, il se retrouve devant un dilemme. Il ne sait même pas jusqu'à l'heure actuelle qui sera titulaire. On verra ce dilemme... On laissera ce dilemme, Jamal, pour demain. Ça sera aussi un sujet très intéressant à débattre entre nous 5 sur ce plateau de Club Mondial. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à vous, messieurs, d'avoir été présents ce soir. Merci, Mohamed. Et je vous donne rendez-vous demain. Rappelons l'horaire demain, ça sera à 22h, samedi, dimanche à 23h. Le reste de la semaine, ça sera à 23h. Merci de nous avoir prêté attention, mesdames, messieurs. Rendez-vous demain à 22h. Bonne nuit. One team, one nation. Proud to represent Algeria.
Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!